Merci beaucoup, merci aux organisateurs. C'est tout de même une journée fantastique aujourd'hui. Donc je suis très heureuse d'être là et très heureuse de pouvoir communiquer avec vous sur la science de l'occupation qui effectivement est une science extrêmement ouverte, comme a pu nous le montrer Rachel Thibault tout à l'heure. C'était extrêmement émotionnant et très instructif, donc je trouve que ça démarre très très bien. J'espère que je vais être à la hauteur pour poursuivre. Donc, ce dont je vais vous parler tout de suite, là, c'est un petit peu la façon dont Doris Pierce a travaillé et s'est engagée dans le domaine de la science de l'occupation et comment est-ce qu'on peut comprendre la science de l'occupation et s'en servir après ça pour nous et pour notre travail en tant qu'ergothérapeute. Alors Doris Pierce, tout d'abord un petit mot. Doris Pierce est ergothérapeute. Elle est actuellement, enfin depuis quelques années, elle occupe la chaire d'ergothérapie de l'Université du Kentucky aux États-Unis, donc dans un milieu assez rural puisque c'est près des Appalaches. Elle a fait partie de la première promotion de doctorants en sciences de l'occupation à l'Université du Sud-Californie à Los Angeles. Donc c'était vraiment au démarrage de la science de l'occupation. Elle a vraiment été engagée là-dedans dès le début. Elle a publié en 2003 un travail, alors ce n'était pas sa thèse, mais issu de sa thèse, sur l'occupational design. C'est le livre que vous avez à droite, là, qui est particulièrement important, où elle parle du développement du potentiel thérapeutique de l'activité en ergothérapie. Et ensuite, en 2014, ce gros livre en bas à gauche, le livre vert, l'Occupational Science for Occupational Therapy. Donc, qu'elle a publié en 2014, qu'elle a présenté en 2015 aux 3e assises de l'ANFE, de l'Association nationale française des ergothérapeutes à Paris, donc en 2015, qui a donné le livre L'activité humaine, un potentiel pour la santé. Et elle nous a parlé à ce moment-là de son livre de 2014 et on s'est dit, mais ce livre est extrêmement intéressant, il faut le publier en français, il faut le traduire. Et donc, il a été publié l'année dernière en français et c'est le livre que vous avez en bas à gauche, La science de l'occupation pour l'ergothérapie, qu'on a pu travailler à plusieurs, puisqu'on a été tout de même un certain nombre, dont des Suisses, des Belges, des Français et Québécois, je ne sais plus très bien, pas pour celui-là, si. Je ne sais plus très bien. Bon, enfin, oui, parce qu'il y a plusieurs livres, ça se bouscule un petit peu. Mais c'était extrêmement intéressant et passionnant de rentrer dans ce livre qui présente la science de l'occupation. Alors, le défi de l'occupation humaine. L'ergothérapie, comme on le sait depuis longtemps, s'appuie sur l'activité ou l'occupation comme étant un moyen thérapeutique, mais aussi un objectif thérapeutique. Donc ça, on le sait depuis longtemps. Mais comment est-ce qu'on peut argumenter scientifiquement que l'activité ou l'occupation est vraiment thérapeutique? Comment est-ce qu'on peut vraiment dire que quand on utilise l'activité du tricot qui vient d'être sur une diapo là tout de suite, ou que de faire de la méditation, ou que de faire des courses dans un supermarché, ou de faire du jogging avec les copains, comment est-ce que ça peut être vraiment thérapeutique? Et donc, quel lien est-ce qu'on peut faire entre l'occupation et la santé? Et c'est un questionnement qui émerge depuis tout de même 30 ans et qui, en fait, s'est cristallisé en étant la science de l'occupation. Donc, comment est-ce que la science de l'occupation pourra aider les ergothérapeutes dans leur pratique pour pouvoir proposer des activités et qui deviennent vraiment thérapeutiques? Alors, un petit mot de la science, des origines de la science de l'occupation. En 1989, Elisabeth Yerxa, à Los Angeles, à l'unité du Sud-Californie, a ouvert la première école doctorale en sciences de l'occupation. Donc c'est la promotion dans laquelle a été intégrée Doris Pierce. Donc c'est vraiment le démarrage formel 1989 de cette nouvelle science qui s'élaborait, qui a été un petit peu difficile à élaborer, mais qui maintenant, on se rend compte à travers le livre de Doris Pierce que maintenant, il y a des travaux de recherche dans beaucoup de directions qui sont passionnants. Et ce que vient de nous apporter Rachel Thibault tout à l'heure, c'est passionnant parce qu'on apprend des tas de choses sur nous, mais aussi pour notre exercice professionnel, aider des personnes à s'engager dans des occupations qui leur apportent vraiment quelque chose d'un point de vue santé. En 1993,
Donc c'était à peu près en même temps, à l'autre bout du monde, il y a eu une deuxième origine de la science de l'occupation, avec Anne Wilcock. Anne Wilcock, en 1993, a fondé la revue du Journal of Occupational Science, Australia, le JOS, qui était une revue pour publier des articles en lien avec l'occupation. Qu'est-ce qu'il en est des occupations au niveau social, au niveau individuel? Quels sont les liens qu'on peut trouver entre ces occupations et la santé? Elle fait un PhD, un doctorat en santé publique qu'elle a validé en 1996. Et le fait qu'elle ait fait son doctorat en santé publique, parce qu'à l'époque, en Australie, il n'y avait pas de doctorat en sciences de l'occupation, elle a été tout de suite dans un milieu interdisciplinaire avec des gens d'origines différentes, psychologues, sociologues, ergonomes, enfin des gens de vraiment différents horizons. Et pour elle, la science de l'occupation est en fait une science ouverte à tous, avec des origines professionnelles et des idées qui sont beaucoup plus liées à l'activité, enfin l'occupation et la santé, mais d'un point de vue beaucoup plus général et pas seulement en ergothérapie. Alors que Elisabeth Yerxa a fondé la science de l'occupation essentiellement pour l'ergothérapie. Donc il y a déjà une différence de ce point de vue-là. Alors, donc dans les années 90, ça s'avance. Et la science de l'occupation, en particulier aux États-Unis, a amené beaucoup de débats, mais ce n'était pas seulement les États-Unis. Hein. Qu'est-ce qu'il en est de cette science-là? Est-ce que c'est une science fondamentale sur l'occupation? Hein, comme on parlerait de chimie, la science fondamentale en chimie, c'est d'aller voir ce qu'il en est des molécules, des atomes, des éléments chimiques. Ou est-ce que c'est plutôt une science appliquée qui servirait à orienter le travail des ergothérapeutes? À ce moment-là, pour la chimie, on parle de médicaments, par exemple, on pense aux médicaments. Ou les autres questions, quelles sont les méthodologies appropriées à la science de l'occupation? Lorsqu'on voit les sciences, généralement, c'est des sciences quantitatives, des recherches quantitatives, ou alors plutôt des recherches qualitatives, selon les endroits où on est, selon les sciences. Si on travaille en anthropologie, on sera plutôt dans le qualitatif. Si on travaille en physique, on sera plutôt ou en médecine, on sera plutôt dans le quantitatif. Et là, la question, c'était, s'il y a une nouvelle science, qu'est-ce qu'il va falloir choisir? L'autre question aussi, selon l'orientation de cette nouvelle science, est-ce qu'il vaut mieux s'intéresser à des personnes en bonne santé? Qu'est-ce qu'il en est de l'activité, de l'occupation pour des personnes en bonne santé, pour qu'elles restent en bonne santé? Ou est-ce qu'il vaut mieux s'intéresser à des populations de gens qui sont malades, des patients, des gens qui ont des pathologies? Parce qu'en ergothérapie, on s'intéresse aux personnes malades, aux personnes qui souffrent, qui ont été amputées, qui ont eu un problème cardiaque ou autre. Donc ça, c'était des questions qui ont amené beaucoup de tensions au départ. Et l'autre aussi, c'est est-ce que cette science doit fournir des preuves de l'efficacité de la pratique en ergothérapie ou pas? Aux États-Unis, comme vous avez dû le comprendre, l'idée d'Elisabeth Yerxa au départ, c'était vraiment que la science de l'occupation amène des preuves scientifiques pour les ergothérapeutes pour leur pratique. Mais en Australie, ce que dit Anne Wilcock, c'est pas ça du tout. C'est vraiment les liens qu'il y a entre l'occupation en général, les sociétés, les populations et la santé. Donc là, il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de questionnements. Alors, juste en passant, une définition de l'occupation donnée par Doris Pierce. Parce que Doris Pierce n'a pas les mêmes idées de définition de l'occupation que beaucoup d'autres ergothérapeutes et beaucoup d'autres personnes. Pour elle, elle fait une distinction entre, parce qu'on parle de l'occupation et de l'activity. Il y a les deux termes en anglais. Donc évidemment, comme les anglophones sont tout de même majoritaires dans tous ces débats scientifiques en ergothérapie, il a fallu définir l'occupation et l'activity. Pour elle, l'occupation, c'est vraiment une occupation, c'est une expérience spécifique, individuelle. C'est ce qu'on fait. Là, je vous parle, vous écoutez, vous lisez. C'est une expérience construite personnellement et qui ne se répète pas. Aujourd'hui, à cette heure-ci, voilà ce qu'on fait. Mais si on recommençait demain, ce ne serait pas pareil. Même si on fait presque la même chose. Donc c'est vraiment l'occupation, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et donc, c'est une occupation qui est un événement subjectif,
ce que je ressens. Dans des conditions temporelles, c'est à cette heure-ci aujourd'hui. Spatial, c'est ici, dans cet amphi. Socioculturel, on est entre ergothérapeutes, suisses, européens, on est vraiment entre nous. Il y a un élément socioculturel. Ici, il n'y a personne venant de Zambie ou d'Éthiopie ou de l'autre bout de l'Afrique. Non, et qui sont propres à cette occurrence unique, c'est-à-dire ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On peut très bien recommencer ce genre d'occupation demain en Afrique, on n'aura pas les mêmes contextes. Et une occupation a une forme, une cadence, un début, une fin, un aspect partagé ou solitaire. Là, en ce moment, c'est partagé, c'est formidable. Un sens culturel pour la personne qui vit cette expérience, et un nombre infini d'autres qualités contextuelles qui sont perçues. Et pour elle, lorsqu'on travaille l'occupation, c'est pas du tout la même chose que l'activity, qui est ce qu'on a dans la tête par rapport à une occupation. Si je vous parle de prendre votre voiture pour aller en vacances au bord de la mer, vous allez vous dire « Ah oui, si je prends ma voiture, je vais faire comme ça pour conduire, je vais faire attention aux panneaux, je vais faire attention au temps, s'il pleut, s'il fait beau, s'il fait chaud. Je sais que je vais en vacances, donc c'est formidable, je suis content. Ou alors je suis stressée parce que je ne suis pas sûre d'avoir mon rendez-vous et de savoir où se trouve le terrain de camping, où je vais, ou l'hôtel. » Donc forcément, on peut parler de choses, mais on en parle d'un point de vue théorique, ce qu'on a dans l'idée et ce qu'on peut partager socialement à travers cette description de l'activité. On peut l'écrire, on peut écrire un livre entier sur ce que c'est que de faire la cuisine. On peut l'écrire. Mais au moment où je suis en train de faire un gâteau, eh bien, je vais être dans l'occupation. L'activité, c'est ce qu'on a dit la veille ou ce qu'on peut dire sur l'occupation. Vous voyez la différence ? Doris Peirce dit que c'est extrêmement important de pouvoir vraiment bien faire la distinction entre l'occupation et l'activity, parce que scientifiquement, il faut qu'on soit bien au clair avec ça. Et généralement, nos définitions de l'occupation et de l'activity, c'est que l'occupation, c'est vraiment une activité très globale qui est constituée d'activités, et les activités sont constituées de tâches. Et pour elle, c'est difficile de mettre une limite stricte et scientifique entre l'activity et l'occupation. Donc ça, c'est important pour elle. Ce qu'elle dit, effectivement, c'est que l'occupation est extrêmement complexe. Et donc, tous les travaux de recherche qui s'élaborent autour de l'occupation, eh bien, on se rend compte qu'il y a des tas d'éléments de complexité qu'on n'avait pas compris, qu'on n'avait pas perçu. Et à travers tous ces travaux-là, il y a des concepts qui émergent de la science de l'occupation, comme par exemple la co-occupation. La co-occupation, c'est qu'on est en train de faire quelque chose, de vivre quelque chose, et on est ensemble. Je parle, vous écoutez, vous réfléchissez, vous écrivez, mais je vois que vous êtes là. Si vous étiez en train de discuter, comme avec des étudiants de temps en temps, je vous dis, zut, il faut que je change, il faut que je fasse autrement, il faut que je pose des questions, il faut que j'interrompe. La co-occupation, c'est que ce qu'on est en train de vivre va bouger selon l'autre, la personne ou les personnes avec qui on est en train d'agir. S'il n'y avait personne dans la salle, je ne serais pas en train de parler comme ça. Donc vous êtes là et j'essaie de faire en sorte qu'on puisse rester ensemble et qu'on puisse continuer à être dans notre occupation. Alors, Doris Peirce, dans son livre, fait un lien très intéressant avec d'autres sciences et avec les quatre niveaux qu'on peut retrouver dans les sciences. Si on fait, par exemple, le parallèle avec la médecine, on y trouve un premier niveau descriptif, description des maladies, les symptômes. Pour nous, la science de l'occupation, c'est la description de l'occupation. Au départ, les grandes idées de la science de l'occupation, c'était de décrire l'occupation. Et pendant un moment, on est resté un petit peu sur cette idée-là. En fait, ensuite, quand on va un petit peu plus loin, on se dit, mais il y a aussi cette idée transversale, c'est qu'on peut faire des recherches, surtout lorsqu'on travaille, par exemple, dans un domaine de sociologie ou d'anthropologie. On va faire des recherches dans un autre domaine, mais qui peuvent être aussi en lien avec l'occupation. Quand on est anthropologue ou sociologue,
on a forcément des centres d'intérêt aussi sur l'occupation. Et là, ce sont des recherches qui sont en relation avec des concepts d'autres disciplines, comme la culture, le handicap, qui ne sont pas dans le champ de la science de l'occupation, mais qui sont proches. Et très souvent, ce sont des ergothérapeutes qui font leur doctorat dans un autre domaine, parce qu'on n'a pas le choix. Hein, on n'a pas encore beaucoup de doctorats en sciences de l'occupation par ici. Donc on le fait dans un autre domaine, mais on s'intéresse à l'occupation, et donc on va faire un travail qui va être en lien. Le troisième niveau, c'est le niveau prédictif. Si je reviens au médecin, ce qui est intéressant pour un médecin, c'est de savoir comment va évoluer la pathologie. La sclérose en plaques, on a appris des tas de choses sur la sclérose en plaques. Comment est-ce que ça va évoluer? Il y a des crises, il y a des rémissions, il y a des crises. OK, parce qu'on a décrit la maladie, parce qu'on a fait des études sur un grand nombre de personnes, et qu'on sait que dans cette situation-là, on a 80 chances sur 100 de pouvoir aller dans cette direction-là, ou 10 chances sur 100 de pouvoir, etc., etc. Les médecins sont capables de prédire la maladie. Pour nous, en tant qu'ergothérapeutes, et pour les scientifiques de la science de l'occupation, c'est de pouvoir prédire ce qu'il va se passer sur des grandes populations. Par exemple, par rapport à la résilience, il y a des études qui ont été faites et qui peuvent nous aider à prédire un petit peu ce qui va se passer si on fait telle ou telle activité. C'est aussi l'équilibre occupationnel. Lorsqu'on étudie sur des grandes populations des personnes qui font plus ou moins ce genre d'activité, on sait qu'au bout d'un certain temps, il va y avoir des problèmes par rapport à l'équilibre occupationnel. Donc il faut des études qui soient longitudinales, qui soient sur des grandes populations et qui permettent de prédire l'évolution par rapport aux occupations. Donc ça, c'est un niveau 3 qui est donc... niveau 1, c'est la description, c'est le niveau de base. Niveau 2, c'est en relation avec d'autres concepts. Niveau 3, avec tout ça, on commence à prédire des évolutions par rapport à l'occupation. Et le niveau 4, qui est au-delà de tout ça, qui est au-dessus, qui s'appuie sur toutes ces bases-là, ça va être d'aider les ergothérapeutes à prescrire. Donc c'est le niveau prédictif. Pour un médecin, la prescription, ce sera de prendre tel ou tel médicament, d'avoir du repos, de bénéficier d'une intervention chirurgicale ou autre. La prescription va être voilà ce qu'il faut faire dans cette situation-là. En ergothérapie, voilà ce qu'il faudrait faire en tant qu'ergothérapeute avec ces personnes-là pour qu'elles puissent retrouver un certain bien-être, une meilleure santé. Donc le niveau prescriptif, c'est au-dessus de tout ça. Ce sont des recherches sur l'occupation pour faire progresser la pratique en ergothérapie. Et ce qui en ressort, c'est vraiment le raisonnement clinique fondé sur l'épreuve pour une pratique fondée sur l'occupation et centrée sur la personne. Donc ça, ce sont les 4 niveaux qu'on retrouve dans le livre de Doris Pearce. Alors des exemples de travaux de recherche, je vais juste vous en donner 2. Parce que le livre, c'est ce livre-là, il y a 364 pages écrites tout fin, il y a beaucoup de choses, c'est passionnant à lire, vous n'allez pas le lire en un week-end, ça c'est pas possible, mais comme livre de chevet, c'est très intéressant. Donc je vous donne juste 2 petits exemples pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Dans le niveau 2, vous vous rappelez, ce sont les recherches en relation avec des concepts d'autres disciplines. Il y a pas mal de travaux qui ont été faits par rapport à la culture. On sait très bien que lorsqu'on travaille en ergothérapie avec des gens qui ne sont pas de notre culture, il faut y faire attention, il faut pouvoir proposer des activités en lien avec leurs habitudes de vie, mais aussi leur façon de comprendre la santé, leur façon de comprendre la vie et de comprendre ce qui peut être particulièrement important pour eux d'un point de vue culturel. Donc un des exemples, en fait, c'est parti de 3 travaux de recherche dans 3 cultures différentes sur la préparation de certains repas. C'était des repas festifs. Donc au Kentucky, c'était Doris Pearce avec Anne Shordick qui ont travaillé sur le repas de Noël, comment les femmes mères de famille et puis parfois grand-mères pouvaient orienter la façon dont on faisait le repas et comment est-ce qu'il fallait préparer le repas, l'anticiper, le servir, le préparer et faire en sorte que tout soit prêt au moment, au temps T, au moment où tout le monde vient partager le repas de Noël. Donc ça, c'était au Kentucky.
Il y avait également Claire Hawking et puis Valérie Wright-Sinclair qui ont fait une étude similaire sur Noël, mais c'était en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, c'est au mois de juillet. Donc forcément que le contexte n'est pas tout à fait le même. C'est le mois de juillet, c'est les vacances, il y a une partie de la famille qui est revenue en Europe, donc les familles ne sont pas recomposées au moment de Noël, et pourtant on essaie de faire quelque chose, mais on ne fait pas de dindon marron en Nouvelle-Zélande au mois de juillet, donc on va faire plutôt des salades, on va faire des choses différentes. Mais ce qu'elles ont vu, c'est que c'est souvent aussi les mères de famille ou grands-mères qui vont organiser, anticiper et faire en sorte que le repas soit le plus festif possible. Et il y a eu 3 auteurs thaïlandais, je ne vous dirai pas les noms parce que c'est un petit peu difficile à prononcer, il y en a 3 en plus, qui ont travaillé sur le Nouvel An thaïlandais, le Songkran en Thaïlande. Donc le Nouvel An, c'est très spirituel aussi, parce qu'on fait un repas pour les ancêtres. Donc là, il faut faire des mets très particuliers, de très bonne qualité, et on va en offrir une partie aux ancêtres. Et là aussi, ils se sont rendus compte que ce sont les femmes, souvent les femmes âgées, qui organisent, qui anticipent et qui connaissent oralement les recettes qu'il faut faire. Parce qu'il n'y a pas de livre, c'est pas écrit, donc on se transmet de génération en génération les recettes qu'il faut faire pour les ancêtres. Et leurs 3 études ont été comparées. Et là, il y a eu toute une série d'analyses, de comparaisons entre les données des 3 études pour savoir ce qu'il en était effectivement des différences interculturelles, mais aussi de ce qui est invariant. Les femmes âgées qui anticipent, qui organisent, et comment est-ce que tout ce qui a un rapport avec l'alimentation, la préparation de repas familiaux, festifs, spirituels, là, il y a tout de même des invariants à travers qui transgressent les cultures. Et donc, un travail particulièrement intéressant et très, très scientifique. Hein, ça n'a pas été fait à la petite semaine comme ça. Hein. Oui. Un autre exemple. Niveau 4, recherche prescriptive. Quelle recherche est-ce qu'on va pouvoir trouver pour aider les ergothérapeutes à orienter leur travail? Je vous ai juste cité ici le développement d'un programme de recherche intégré en sciences de l'occupation, les études des Well Elderly Studies, c'est-à-dire des études auprès de personnes vieillissantes mais qui allaient bien, qui étaient en bonne santé, et de prévention des escarres. Alors on se dit, c'est quoi le lien entre les personnes âgées et les escarres? Alors on va d'abord s'intéresser aux personnes âgées. Donc tout le travail, alors là aussi très 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 scientifique, qui a été démarré avec Florence Clark, qui a pris la suite d'Elisabeth Yerxa, qui a ouvert le programme doctoral, et Jean Jackson, donc aux États-Unis à Los Angeles, qui ont travaillé auprès de ces personnes-là, donc des personnes qui vivent dans un contexte quasiment ordinaires, qui n'ont pas de problème avéré de santé, mais qui vieillissent et qui ont des activités qui se réduisent un peu, enfin, qui sont fragiles, quoi, vulnérables. Et tout le travail qui a été fait d'émergence des besoins leur a permis d'élaborer un programme qu'ils ont appelé le Lifestyle Redesign, c'est-à-dire le réaménagement du style de vie, avec un programme très très précis qui a été mis en œuvre et qui a été un essai contrôlé et randomisé, qui a permis de mettre en évidence que les interventions des ergothérapeutes à travers ce programme-là étaient satisfaisantes pour tous, mais étaient aussi efficaces financièrement. Ces personnes-là ont eu moins besoin de soutiens médicaux, de séjours hospitaliers, et donc ont coûté, en fait, au bout du compte, moins cher à la société que s'ils n'avaient eu rien, ça, ok, ou que ils n'avaient eu que des activités sociales. Parce qu'on trouve des tas d'activités dans le réseau social. On se dit, s'ils font des activités avec des aides, en tout genre social dans le réseau social, ça va être bien aussi. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un avantage significatif pour ce programme-là, pour aider les personnes à rester en bonne santé et à être en meilleure santé au bout du compte. Donc c'est particulièrement intéressant. La suite, ils se sont dit, on va transposer ça à un autre domaine où il y a des besoins. Le centre de rééducation à côté, il y a plein de problèmes d'escarres, c'est grave, ça coûte très cher, il y a beaucoup de problèmes. Eh bien, on va essayer d'adapter le lifestyle redesign à la prévention des escarres.
C'est ce qu'ils ont fait. Et là aussi, les résultats sont particulièrement intéressants. Ils sont en train de terminer l'étude scientifique à large échelle. Donc on n'a pas le dernier article qui montre effectivement l'efficacité financière et l'intérêt, mais tout ce qui a été fait jusqu'à présent est très prometteur. Donc c'est un programme d'intervention en ergothérapie qui peut être utilisé par les ergothérapeutes et qui est particulièrement intéressant et utile. Alors, le défi de l'occupation humaine. Si on reprend à droite les 4 niveaux, le niveau descriptif en base, au-dessus le niveau relationnel, au-dessus le niveau prédictif et tout en haut le niveau prescriptif. Première chose, la complexité de l'occupation. Ce que les chercheurs se disent maintenant, c'est qu'il y a tellement de choses intéressantes qu'on n'a pas fini de creuser ce domaine et que ça argumente vraiment bien cette nouvelle science, la science de l'occupation. Le niveau 3, qui exige des études sur des grandes populations pour prédire ce qui va se passer avec telle ou telle occupation, il va y avoir plus de risques ou au contraire, ça va permettre d'amener plus de bien-être. Et on peut y retrouver les études de Rachel Thibault. On se dit, tiens, si on fait telle activité, telle occupation, on a plus de chances de modeler un peu nos circuits neuronaux et d'être en meilleure santé. Là, dans ce domaine-là, les études à large échelle, avec 1000 personnes, 1500 personnes, sur 10 ans, évidemment, on n'y est pas encore. Mais ça se développera. Le niveau 4 est vraiment objet de polémique, puisque en Australie et aux États-Unis, les idées ne sont pas les mêmes. Vous avez bien compris que Doris Pierce, aux États-Unis, c'est vraiment le niveau 4 doit soutenir l'ergothérapie, alors qu'Anne Wilcock ne pense pas ça du tout. Et du coup, le problème de la publication des articles, des travaux de recherche est problématique parce que la seule revue en sciences de l'occupation, c'est le JOS, le Journal of Occupational Science, et que, en fait, il privilégie les niveaux 1 et 2, mais que le niveau 4, ça ne les intéresse pas du tout. Si un ergothérapeute fait un travail de recherche et veut le publier dans le JOS et que ça correspond à ce que peuvent faire les ergothérapeutes, eh bien, il sera refusé. Donc là, ça pose tout de même pas mal de problèmes, entre autres pour les scientifiques qui veulent le publier. Donc pour Doris Pierce, il est évident que des recherches au niveau 4 doivent soutenir l'ergothérapie et qu'il faut pouvoir les publier. Le problème est où est-ce qu'on va les publier ? Et les journaux scientifiques américains ont un petit peu de difficulté aussi à publier ça. Il faut que ce soit... Enfin, c'est compliqué. Et pour des chercheurs, si on ne peut pas publier, là, ça barre la route. Alors, des questions de recherche pour l'avenir. C'est intéressant de se poser aussi ces questions-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'avenir ? Quelles sont quelques questions que pose Doris Pierce sur l'avancée des travaux de recherche en sciences de l'occupation. Le niveau 1, est-ce qu'on va commencer à décrire des occupations qui sont moins positives ? Parce qu'on parle de tas d'activités d'occupation très positives, la cuisine, enfin, toutes sortes d'activités, très bien. Mais le fait de se droguer, d'aller chercher de l'alcool, c'est aussi une occupation. Et quand on regarde toutes les stratégies qu'ont les alcooliques pour trouver une bouteille d'alcool, eh bien on se dit, mais c'est exactement les qualités qu'on voit dans toutes les occupations. Ah, bon, ça, on n'a pas encore trop travaillé ça. Il y a eu quelques articles, mais pas encore beaucoup. L'activité du sommeil. Le sommeil, est-ce que c'est une activité ? On se rend compte maintenant que le sommeil, c'est extrêmement important à tout point de vue, beaucoup de points de vue, et que souvent, on ne fait pas très attention à ça. Là aussi, il va falloir y travailler. Les activités de ressourcement, comment restaurer son énergie. Alors, ça peut être des activités calmes, ça peut être d'observer, enfin, d'admirer un coucher de soleil. Là, on commence à y réfléchir, on commence à voir un peu ça. Mais il faudrait continuer. Les occupations masculines. En fait, il y a beaucoup de femmes. On est beaucoup de femmes ici. Et dans les travaux de recherche, ça se retrouve. Il y a beaucoup de femmes qui font des études, qui décrivent et qui travaillent sur différentes activités, et on trouve beaucoup d'activités féminines.
On parlait de la cuisine, on parlait... Hein. Bon, mais les hommes, qu'est-ce qu'ils font, les hommes? Ils font pas que de la cuisine, hein. Voilà. Les hommes, ils font rien. Ah, c'est pas sûr. Ils mangent, oui, ça c'est vrai. Bon, donc ce sont des questions qui sont à travailler. Oui. Le niveau 2, les relations entre l'occupation, la santé, la qualité de vie, les liens entre l'occupation et la culture, on en a déjà parlé un petit peu. Niveau 3, comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer l'occupation pour prédire des tendances occupationnelles? Donc il faut des outils de mesure. On commence à voir des outils d'évaluation qui commencent à émerger, mais comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer tout ça? C'est pas évident. Et par rapport à l'équilibre occupationnel, par exemple, on en a dit un petit peu. Et le niveau 4, la pratique centrée sur le client et fondée sur l'occupation, comment est-ce qu'on va pouvoir vraiment développer cette pratique et que ça puisse effectivement passer dans la pratique professionnelle des ergothérapeutes? Et aussi l'impact des contextes de pratique. Quand on travaille dans un hôpital, dans un centre de rééducation, ou à domicile, ou dans la rue, ce n'est pas tout à fait les mêmes contextes et ça va avoir un impact. Mais qu'est-ce qu'il en est effectivement de ce travail des ergothérapeutes selon les contextes de pratique? Alors, pour terminer, la science de l'occupation humaine offre un champ scientifique formidable à explorer. Doris Pierce nous offre des horizons qui bousculent nos habitudes. Et puis là, vous avez une merveilleuse image du Brésil. C'est la fête, c'est une activité, une occupation particulièrement riche en couleurs, en sons. Ils aiment bien la musique très très forte. Et puis c'est riche en connectivité sociale. Et je souhaite la bienvenue au réseau OHS, Occupation humaine et santé. Merci.